Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux notions d'ions monoatomiques et de molécules. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'incite à aller voir la précédente vidéo que j'ai publiée sur la chaîne sur les atomes, car elle te permettra de comprendre les différentes notions que nous allons utiliser aujourd'hui. C'est parti! La classification périodique des éléments rassemble dans un tableau tous les constituants, tous les éléments chimiques constituant l'univers. Cette organisation permet aux chimistes de prévoir certaines propriétés des atomes des éléments d'une même famille. Autrement dit, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, des atomes appartenant à une même colonne. Pour commencer, on va s'intéresser à une famille particulière. On va s'intéresser à certains éléments qui appartiennent à la dernière colonne du tableau. Autrement dit, à l'hélium, au néon, à l'argon et au krypton. Déjà, si on s'intéresse à leur famille chimique, le nom de ces dernières a évolué au cours de l'histoire. Tout d'abord, on les a appelés les gaz rares, parce qu'on pensait qu'ils l'étaient, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le cas de l'hélium. Puis on les a appelés gaz inertes, car ils sont très stables d'un point de vue énergétique, c'est ce qu'on va voir par la suite. On aurait plutôt tendance à les appeler les gaz nobles. Alors, si on s'intéresse à la configuration électronique de certains des éléments cités précédemment, qu'est-ce qu'on constate? Alors, je n'ai pas représenté la configuration électronique du krypton, car il faudrait introduire des couches électroniques dont on n'a pas parlé dans la vidéo précédente, donc on ne va pas s'occuper de cet élément. On va s'intéresser à ces trois éléments, l'hélium, le néon et l'argon. Si on regarde leur configuration électronique, on se rend compte que chacun de ces atomes a sa couche externe, autrement dit la dernière couche électronique, qui est saturée. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus contenir d'électrons supplémentaires. Donc, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu précédemment, donc la première couche peut contenir au maximum 2 électrons, et on voit bien que l'hélium, donc qui ne possède qu'une seule couche électronique, a cette dernière qui est saturée. Le néon a sa couche externe qui est la couche numéro 2 qui contient 8 électrons, donc sa couche externe est bien saturée car la deuxième couche peut contenir au maximum 8 électrons. Et pareil pour l'argon. Donc sa dernière couche, c'est la couche numéro 3, elle possède 8 électrons, donc elle est saturée. Du fait que ces éléments aient leur couche externe saturée, ils vont être stables d'un point de vue énergétique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trou entre guillemets dans leur couche externe. De ce fait, ils ne vont pas avoir tendance à perdre ou à gagner des électrons. Ils vont avoir tendance à conserver cette configuration électronique. Les autres éléments du tableau n'ont pas une configuration électronique similaire à ces éléments. Autrement dit, leur couche externe n'est pas saturée. Et donc, entre guillemets, les autres éléments chimiques vont essayer de ressembler, entre guillemets, à ces atomes. Ce qui va nous permettre d'introduire les lois donc, du duet et de l'octet. Donc, comme on peut voir, l'hélium possède 2 électrons externes. Donc, les éléments, entre guillemets, qui vont essayer de ressembler à l'hélium vont essayer d'avoir une configuration électronique en duet. Le néon et l'argon ont 8 électrons externes, d'accord? Donc, les éléments qui vont essayer de leur ressembler vont essayer d'avoir une configuration électronique en octet. Prenons quelques exemples maintenant pour essayer de comprendre comment se forment les ions et combien d'électrons les atomes vont gagner ou perdre. Le lithium a pour numéro atomique Z qui est égal à 3, donc il possède 3 électrons. Et si on établit sa configuration électronique, nous avons expliqué tout cela une fois de plus dans la vidéo sur les atomes. Donc, elle se présente comme ceci. Donc on constate bien sûr que sa couche externe n'est pas saturée. Donc sa deuxième couche ne contient qu'un seul électron. Or, au maximum, elle peut en contenir 8. Donc la question qu'on va se poser dans chaque cas, c'est est-ce qu'il va gagner ou perdre des électrons? Autrement dit, disons que en général, la nature choisit toujours le moyen le plus simple d'arriver à ses fins. D'accord? Donc là, l'atome a deux choix. Soit il capte 7 électrons pour saturer sa couche numéro 2, soit il perd le seul électron qu'il a sur la deuxième couche, donc il n'aura plus de couche numéro 2, il ne lui restera plus que la couche 1, mais elle sera saturée. Donc soit il capte 7 électrons, soit il en perd un. Bien évidemment, le moyen le plus simple pour lui d'être stable va être de perdre l'électron qu'il a sur sa deuxième couche. Maintenant, on va essayer de réfléchir à ce qui va se passer d'un point de vue des charges électriques. Comme on l'a vu, un atome est un édifice électriquement neutre. Un atome, si vous vous souvenez, est composé d'un noyau qui est lui-même composé de protons et de neutrons, de nucléons. Donc à l'intérieur de ce noyau, il y a des neutrons qui n'ont pas de charge et des protons qui sont chargés positivement. Donc autour de ce noyau gravitent des électrons, d'accord, ce que nous représentons ici, donc qui sont répartis sur les couches électroniques. Et l'atome est un édifice électriquement neutre. Autrement dit, il y a autant de protons dans ce noyau, donc de charge plus, que ce qu'il y a d'électrons qui gravitent autour. Autrement dit, de charge négative. Donc il y a autant de charges négatives que de charges positives. Maintenant, dans notre exemple, on vient de dire que
notre atome va perdre un électron. Autrement dit, il va perdre une charge négative. Donc si on se remet à compter les charges qu'il y a dans cet élément chimique, on va constater que si à la base il y a autant de charge plus que de charge moins, s'il perd une charge moins, il aura plus de charge plus, si je puis dire. Donc il aura une charge plus en plus. Donc comment est-ce qu'on va noter cela? On va dire que l'atome de lithium va former l'ion. Donc là, on reprend le symbole de l'élément chimique et en haut à droite, on va indiquer la charge électrique de l'ion qui va être formé. Et donc, comme il a perdu un électron, il aura une charge positive. Il va former l'ion Li+. Prenons d'autres exemples pour essayer de comprendre la logique. Maintenant, si on s'intéresse au sodium, voici sa configuration électronique. Sa dernière couche est la couche numéro 3. On est dans la même situation que précédemment. Donc, pareil, deux choix s'offrent à lui. Soit il capte 7 électrons pour saturer sa couche numéro 3, car on rappelle que la couche numéro 3 peut contenir au maximum 8 électrons et que là, elle n'en possède qu'un seul. Donc, soit il en capte 7 pour la saturer, ou il perd les électrons qu'il a sur sa couche numéro 3. De fait, il n'aura plus de couche 3 et sa couche 2 sera saturée. Autrement dit, sa couche 2 deviendra sa couche externe et elle sera saturée. Donc, comme on l'a dit, le moyen le plus simple pour lui d'être stable, c'est de perdre l'électron qui se situe sur la couche numéro 3. Et en faisant cela, il va former, donc, pareil que pour tout à l'heure, il va perdre un électron, donc il aura une charge plus en plus, si je puis dire. Donc, il va former Na+. Maintenant, si on s'intéresse à l'aluminium, l'aluminium aura cette configuration électronique. Soit il perd les 3 électrons qu'il a sur sa couche externe, donc sa couche numéro 3 peut contenir au maximum 8 électrons, et là, elle n'en possède que 3. Donc soit il perd ces 3 électrons, soit il en capte 5. Il est plus simple pour lui d'en perdre 3 que d'en capter 5. Donc il va former l'ion Al3+. Attention, là il a perdu 3 électrons, donc il va avoir 3 charges plus en plus. Donc il va former l'ion Al3+. Prenons l'exemple du chlore par exemple. Le chlore possède 17 électrons. Si on établit sa structure électronique, on constate que, bon, bien sûr, sa couche externe n'est pas saturée, la couche numéro 3, cette fois-ci, elle possède 7 électrons. Bien sûr, le moyen le plus simple pour lui d'être stable, c'est de capter un électron. Donc, cette fois-ci, comme il capte un électron, il aura une charge, donc il va capter une charge négative, donc il aura une charge négative en plus. Donc, il va former l'ion Cl-. Alors, si on résume un petit peu les notions qu'on vient d'aborder, au départ, nous avons un atome dont la couche externe n'est pas saturée. Donc, il va former un ion. Pour cela, il a plusieurs possibilités. Soit il perd un certain nombre d'électrons, P électrons ici. Donc, il va former un ion qui sera chargé positivement. Et on notera, donc on représentera l'ion de cette manière. Le symbole de l'élément, comme pour l'atome. S'il a perdu P électrons, il sera chargé positivement et sa charge sera P+. Donc s'il a perdu 3 électrons, P vaudra 3. S'il a perdu 2 électrons, P vaudra 2, etc. Un ion chargé positivement, on appelle ça un cation. S'il gagne un ou plusieurs électrons, donc s'il gagne Q électrons, on va dire, donc cet ion sera chargé négativement. Bien sûr, s'il a gagné 2 électrons, sa charge sera 2-. S'il a gagné 3 électrons, sa charge sera 3-, etc. Et un ion chargé négativement, on appelle ça un anion. Alors bien sûr, P et Q sont des entiers naturels, d'accord? Un atome ne peut pas gagner ou perdre une moitié d'électrons, par exemple. Donc bien sûr, P et Q sont des entiers. Alors si on s'intéresse à la classification périodique simplifiée introduite précédemment. Donc si on s'intéresse aux éléments des 3 premières colonnes de ce tableau, qu'est-ce qu'on constate? On va voir qu'on peut faire un lien entre la position de l'atome dans le tableau périodique des éléments et l'ion qu'il va former. Ou à l'inverse, si on connaît l'ion formé, on peut déterminer la position de l'atome dans la classification périodique. Donc regardez, première colonne, nous avons l'hydrogène, le lithium, le sodium. Deuxième colonne, le beryllium, le magnésium. Troisième colonne, on va s'intéresser au bore et à l'aluminium. Alors si on s'intéresse aux ions que peuvent former chacun de ces atomes. Alors qu'est-ce qu'on constate? Regardez, donc les éléments de la première colonne auront perdu un électron. Si on regarde les éléments de la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on constate? Ces éléments auront perdu 2 électrons. Si on regarde les éléments de la troisième colonne, on va s'en douter, les éléments de la troisième colonne auront perdu 3 électrons. Donc si on connaît l'ion formé,
on peut déterminer la position de l'élément dans le tableau. De même, si on connaît la position de l'élément dans le tableau, on peut anticiper quel type d'ion il va former. Maintenant, nous allons nous intéresser à la notion de molécule. Donc déjà, qu'est-ce qu'une molécule? Une molécule est une entité électriquement neutre composée de plus d'un atome. Autrement dit, nous avons une sorte d'agrégat d'atomes, des atomes qui se relient entre eux, donc via des liaisons chimiques, ce que nous allons voir. Et comme un atome est un édifice électriquement neutre, l'entité que cet agrégat va former sera également électriquement neutre. On va voir maintenant de quelle manière on va pouvoir schématiser les choses. Alors pour représenter les molécules, on a plusieurs façons. Bien sûr, à chaque fois qu'on va vouloir représenter des molécules, on ne va pas s'amuser à dessiner des boules de différentes couleurs et de différentes tailles. Donc on va voir de quelle manière on peut schématiser les... Alors pour schématiser ou représenter les molécules, on va utiliser les symboles chimiques des éléments. Donc on va s'intéresser à trois types de formules. Prenons un exemple. Si on s'intéresse à la molécule d'éthanol, alors on peut expliciter ce qu'on appelle sa formule brute. Cette formule nous permet d'avoir entre guillemets le mode d'emploi de la molécule. On sait quels sont les éléments qui la composent, en l'occurrence ici du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, et en quelle quantité. Ici, le petit 2 en bas à droite nous permet de dire qu'il y a 2 atomes de carbone dans cette molécule. Le petit 6 ici nous permet de nous dire qu'il y a 6 atomes d'hydrogène. Il y a un atome d'oxygène dans cette molécule. Donc on n'a pas d'informations sur les liaisons, on ne représente pas les liaisons chimiques, on dit juste quelles sont les espèces chimiques présentes dans cette molécule et en quelle quantité. Si on veut expliciter les liaisons chimiques, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la formule développée. Dans cette formule, on explicite les liaisons chimiques. Donc les petits traits qui sont entre les éléments chimiques représentent les liaisons chimiques. Bien sûr, tout ce qu'on a écrit correspond à ce qu'il y a écrit en haut. Donc on a dit en haut que dans la formule brute, on a vu qu'il y avait 2 atomes de carbone. En effet, là on compte bien 2 atomes de carbone. Il y avait 6 atomes d'hydrogène. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a bien 6 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Maintenant, il existe une autre représentation, la formule semi-développée. Dans cette représentation, on ne fait pas apparaître toutes les liaisons. On ne fait pas apparaître les liaisons d'hydrogène, autrement dit les liaisons qu'ont les éléments chimiques avec les atomes d'hydrogène. En revanche, on fait apparaître les autres liaisons. Donc la liaison qui est ici représente celle qui est entre les 2 atomes de carbone. La liaison qui est ici représente la liaison qu'il y a entre l'atome de carbone qui est ici et l'atome d'oxygène. Mais on ne fait pas apparaître les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Donc voilà 3 formules qui nous permettent de représenter les molécules. Maintenant, on va s'intéresser de plus près à ces liaisons chimiques. Et on va s'intéresser à ce qu'on appelle le schéma de Lewis. Alors déjà, qui était Lewis? C'était un chimiste et physicien américain qui a vécu à cheval entre le 19e et 20e siècle. Il va expliquer en quelque sorte la formation des liaisons chimiques. À son époque, presque toutes les molécules stables connues possèdent un nombre pair d'électrons externes. Donc il va supposer l'existence de doublés liants. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Pour ce faire, il va de nouveau falloir qu'on s'intéresse aux couches externes des atomes et essayer de voir combien d'éléments il leur manque pour saturer leur couche externe. Donc, dans le tableau que je présente, on voit certains éléments, par exemple le carbone, l'azote, l'hydrogène, etc. Et on va voir combien d'électrons il leur manque pour saturer leur couche externe. C'est ce qui va être déterminant dans la compréhension des liaisons chimiques. Pour expliquer cela, bien sûr, on va de nouveau prendre un exemple. On va prendre un exemple très simple. On va prendre l'atome d'hydrogène. Alors l'atome d'hydrogène, qu'est-ce que c'est? C'est un noyau qui est composé d'un proton avec un électron qui gravite autour. J'ai représenté l'électron par une croix en rouge ici. Alors bien sûr, la couche externe de cet atome n'est pas saturée car il possède une couche. Cette couche peut contenir au maximum 2 électrons et elle n'en a qu'un. Donc il y a entre guillemets un trou. Ce trou que je vais représenter en vert ici. Donc sa couche externe n'est pas stable, il pourrait former un ion pour devenir stable comme on l'a vu précédemment, mais il va pouvoir aussi former une liaison chimique avec un autre atome. Par exemple, supposons qu'il rencontre entre guillemets un autre atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène qu'il va rencontrer aura la même configuration électrique. Ce dernier aura également un électron sur sa couche externe et il aura entre guillemets un trou. Donc ce qui va se passer, c'est que ces 2 atomes vont mettre en commun leur électron externe. En fait, ils vont chacun combler entre guillemets le trou de l'autre. Donc là, nous avons notre deuxième atome d'hydrogène. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les 2 atomes ont la même configuration électronique. Ils ont tous 2 un électron externe et un trou dans leur couche externe. Donc on va dire qu'ils vont chacun combler le trou de l'autre et ils vont mettre en commun leur électron externe. Donc ils vont former ce qu'on appelle une liaison chimique, un doublé liant.
Donc ils vont rassembler leurs deux électrons et ces deux électrons externes vont maintenant appartenir aux deux atomes. Et donc ils vont former une molécule. Et cette molécule, ça va être bien sûr du dihydrogène. Donc on va avoir une molécule composée de deux atomes d'hydrogène. Donc ça c'est la formule brute, mais si je représente la formule développée, bien sûr, je vais pouvoir la représenter de cette manière. J'ai deux atomes d'hydrogène qui ont formé une liaison, comme on l'avait écrit précédemment. Et cette liaison, justement, qu'est-ce que c'est? Cette liaison qui est ici représente la paire d'électrons qui est ici. Autrement dit, chaque fois qu'on va tracer un petit trait entre des atomes, comme on vient de le faire ici, ce petit trait représentera une paire d'électrons. Chaque fois qu'on aura un trait, on aura une paire d'électrons. Ici, on a ce qu'on appelle un doublé liant. Doublé parce que nous avons deux électrons, nous avons une paire d'électrons, et liant parce que ces deux électrons permettent à deux atomes de se lier entre eux, de former une molécule, dans cet exemple. Donc, on va appeler ce trait en vert ici un doublé liant, une paire d'électrons. C'est ce qu'a compris Lewis en fait. C'est de cette manière qu'il représente les liaisons chimiques. Et donc en fait, le nombre de trous entre guillemets qu'il y a dans la couche externe d'un atome va nous permettre d'anticiper le nombre de liaisons qu'il va pouvoir former. Par exemple, si on regarde la configuration électronique du carbone, on se rend compte que il y a 4 trous, il lui manque 4 électrons pour saturer sa couche externe. Donc il va pouvoir former 4 liaisons. L'azote par exemple, lui manque 3 électrons pour saturer sa couche externe. Il y a 3 trous entre guillemets, donc il pourra former 3 liaisons chimiques. Donc le schéma de Lewis permet de comprendre un petit peu comment se forment les liaisons chimiques. Mais là on a pris un exemple où tous les électrons externes de chacun des atomes participaient aux liaisons. Mais des fois ce n'est pas le cas. Une fois que les atomes ont formé leur liaison, il se peut qu'il reste des électrons externes qui ne participent pas aux liaisons entre les atomes. Si la molécule est stable, il va rester un nombre pair d'électrons. Ces électrons vont se regrouper donc par paire et vont former ce qu'on appelle des doublés non liants. Prenons un exemple. Si on s'intéresse à la molécule d'eau, qui a pour formule brute donc H2O, donc nous avons une molécule qui est composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Si on essaie de représenter les choses un petit peu comme tout à l'heure, pour essayer de comprendre un peu plus le schéma de Lewis et comprendre ce qu'est un doublé non liant. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, si je représente, on va dire, l'atome d'oxygène. Donc là, je vais représenter mon atome d'oxygène, d'accord? Donc le noyau ici ne m'intéresse pas, j'ai mis un point. Et je ne vais pas m'intéresser aux sous-couches, je vais considérer les couches 1 et 2. L'atome d'oxygène contient 8 électrons. Donc je vais les représenter ici. Donc bien sûr, j'ai 2 électrons sur la première couche et 6 sur la couche numéro 2. La couche numéro 2 peut contenir au maximum 8 électrons. Donc l'atome d'oxygène aura entre guillemets 2 trous dans sa couche externe, que j'ai représenté comme tout à l'heure en vert ici. Donc là on va représenter cette molécule. Donc on sait qu'il a formé des liaisons avec des atomes d'hydrogène. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on a compris de quelle manière les liaisons se formaient. L'atome d'hydrogène a lui aussi un trou dans sa couche externe, il possède un électron externe, donc l'oxygène va mettre en commun ses électrons externes avec ces 2 atomes d'hydrogène. De fait, ils vont combler les trous que nous avons ici. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'atome d'hydrogène qui est ici, l'autre atome d'hydrogène qui est ici, et ici notre atome d'oxygène. Donc on voit bien que ici nous avons donc des doublés liants, d'accord, des liaisons chimiques qui se sont formées. Donc cette liaison chimique représente celle-ci, et est ici. Cette liaison chimique est ici, d'accord. Donc là nous avons des doublés liants. Mais comme on peut le voir ici, certains électrons externes, donc de l'oxygène en l'occurrence, ne participent pas aux liaisons chimiques. On voit qu'ici nous avons 2 électrons, et on voit qu'ici nous avons également 2 électrons. Donc là nous avons 2 paires d'électrons externes qui ne participent pas aux liaisons chimiques. Donc Lewis va appeler ces paires d'électrons donc des doublés non liants. Doublés parce qu'on a bien des paires d'électrons et non liants parce qu'ils ne participent pas aux liaisons entre les atomes. Donc là en vert nous avons des doublés liants, en rouge nous avons des doublés non liants. Donc à chaque fois on va représenter ça par un trait si je puis dire et chaque trait représentera une paire d'électrons. D'accord? Donc si on représente maintenant cette molécule à l'aide du schéma de Lewis,
Oui, parce qu'en général, on ne va pas s'amuser à représenter les atomes comme je l'ai fait ici. Je l'ai fait pour illustrer le raisonnement, mais maintenant, on va voir de quelle manière on va représenter les molécules dans le schéma de Lewis. En fait, on va prendre la formule développée introduite tout à l'heure et on va rajouter les doublés non liants. Donc voilà la molécule H2O représentée à l'aide du schéma de Lewis. Donc là, nous avons la même formule que tout à l'heure, nous avons les deux liaisons qui sont ici, mais en plus, on va faire apparaître les électrons externes qui ne participent pas aux liaisons. Donc par les deux traits qui sont ici, donc les deux traits qui sont ici sont les deux traits qui sont en rouge là. Donc là en vert nous avons les deux doublés liants qui sont ici et en rouge les deux doublés non liants qui sont ici. Donc c'est la particularité on va dire du schéma de Lewis. On a la formule développée mais on fait apparaître en plus les doublés non liants. Alors maintenant on va voir de quelle manière on peut vérifier la stabilité d'une molécule. Donc pour qu'une molécule soit stable, il faut que chacun des atomes qui la composent possède 2 ou 8 électrons externes. Donc on va essayer de vérifier cela pour cette molécule. On va s'intéresser à un exemple, la molécule de glycine. Alors maintenant on comprend ce que veut dire chaque trait ici représenté entre les atomes ou au-dessus du symbole d'un atome, d'accord? Donc bien sûr là nous avons les doublés liants qu'on vient d'introduire et les traits qui sont au-dessus ou autour des atomes forment ce qu'on appelle des doublés non liants. On va ajouter à cela qu'il existe différents types de liaisons. D'accord, je vous affiche un tableau qui vous représente tout cela. Donc on peut avoir des liaisons simples, des liaisons doubles, des liaisons triples, etc. D'accord. Donc chaque trait représentera toujours un doublé liant. Donc dans une liaison simple, un trait représente un doublé d'électrons. Dans une liaison double, chaque trait représente une paire d'électrons. Donc nous aurons 4 électrons mis en jeu. Dans une liaison triple, toujours, chaque trait représente une paire d'électrons, donc on aura 6 électrons qui sont mis en jeu. Et bien sûr, pour chaque type de liaison, on peut évaluer ce qu'on appelle l'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut fournir pour briser la liaison. Donc évidemment, une liaison triple aura une énergie de liaison plus élevée qu'une liaison simple, qu'une liaison double, et a fortiori qu'une liaison simple. Ici, par exemple, entre le carbone et l'oxygène, nous avons une liaison double, d'accord? Mais ça reste des doublés liants, comme on l'a vu précédemment. Pour vérifier donc si cette molécule est stable, on va s'intéresser à chacun des atomes. Alors, comme on peut le voir ici, l'hydrogène est représenté à plusieurs reprises, pareil pour le carbone, pareil pour l'oxygène, mais on va raisonner pour un seul atome de carbone, un seul atome d'hydrogène. Ça fonctionne pour tous les autres. Donc c'est parti. On va vérifier que dans cette molécule, chaque atome possède 2 ou 8 électrons externes. Donc pour ce faire, il va falloir compter les doublés liants et doublés non liants de chaque atome. Parce que ça nous donne, comme on l'a vu tout à l'heure avec les schémas qu'on a étudiés, ça nous donne des informations sur le nombre d'électrons externes que possède l'atome. Pour l'atome d'hydrogène par exemple. Alors je vais écrire en abrégé, je vais écrire DL pour doublé liant et DNL pour doublé non liant. Alors si on prend un atome d'hydrogène, celui qu'on veut, de toute façon le raisonnement fonctionne, celui-ci par exemple, combien est-ce qu'il a de doublés liants et combien est-ce qu'il a de doublés non liants? Bon, on peut voir qu'il a un doublé liant, il forme un doublé liant ici avec l'azote, une liaison chimique qui relie celui-ci au carbone ici, etc. Donc dans tous les cas, peu importe l'atome d'hydrogène qu'on prenne, on constate qu'on aura un doublé liant et aucun doublé non liant. De ce fait, chaque atome d'hydrogène aura 2 électrons externes, parce que comme on l'a dit, un doublé liant représente une paire d'électrons. Donc chaque atome d'hydrogène possédera bien 2 électrons externes. Donc pour l'atome d'hydrogène, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on s'intéresse à l'atome d'azote, on voit bien qu'il y a 1, 2, 3 doublés liants. L'atome d'azote ici possède bien un doublé non liant. Donc on voit bien que là, il y a 3 liaisons, 3 doublés liants, mais il y a un petit trait au-dessus du symbole de l'azote. Donc ce petit trait, comme on l'a vu tout à l'heure, représente un doublé non liant. Donc il possède un doublé non liant. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque trait représente une paire d'électrons. Donc on a 3 fois 2 électrons plus une paire d'électrons. Donc 3 fois 2, 6, plus 2, 8. L'atome d'azote possède bien 8 électrons externes. Tout est OK, tout est bon pour l'atome d'azote. Maintenant, si on s'intéresse à l'atome de carbone, on compte, on prend celui qu'on veut, par exemple celui-ci, on voit bien qu'il a 1, 2, 3, 4 doublés liants. Maintenant, si on s'intéresse aux doublés non liants, on voit que le carbone peut former au maximum 4 liaisons, il a 4 doublés liants, donc il n'a pas de doublé non liant. Donc on a bien 8 électrons externes pour le carbone. Et maintenant pour l'oxygène, si on prend celui-ci par exemple, donc il y a une liaison double, mais dans une liaison double, on a 2 doublés liants. Donc il a 2 doublés liants. Et on voit bien que, peu importe l'atome d'oxygène qu'on prenne dans cette molécule, on voit bien qu'à chaque fois, on a 2 doublés non liants. 2 fois 2 électrons externes,
ou 2 valences, plus 2 fois 2 électrons externes, ou de valence, car je rappelle, comme on l'a vu précédemment, que les électrons externes, on les appelle électrons externes ou électrons de valence. Donc, l'atome d'oxygène possède bien 8 électrons de valence. Donc, pour chacun des atomes, on a bien 2 ou 8 électrons externes. Donc, la molécule est stable. Nous venons d'introduire les notions de base sur les atomes, les molécules, etc. Si cela t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo. Ça aide la chaîne à se développer. N'hésite pas à partager. Et si tu ne veux pas rater les prochaines notions que nous allons aborder, je t'invite à t'abonner et je te dis à bientôt.